Une éolienne récente mesure environ 150 mètres de haut en bout de pale. Plus l'éolienne est haute, et plus le facteur de charge est important. Ainsi, les derniers modèles d'éoliennes offshore se flattent de mesurer plus de 250 mètres de haut. Il faut savoir qu'hormis le mât en acier qui peut être facilement recyclé, les autres éléments nécessaires à sa construction ont un impact écologique pour le moins conséquente. Commençons par le socle. La masse de béton nécessaire pour la fabrication d'un socle d'éolienne oscille entre 800 et 1500 tonnes de béton, masse à laquelle s'ajoutent les 50 tonnes de ferraillage. Il faut savoir que le socle d'une éolienne ancien modèle n'est pas réutilisable pour une nouvelle éolienne, ce qui veut dire qu'on va rebétonner à côté. Les pales constituent un autre élément fondamental des éoliennes. Elles doivent allier solidité et légèreté. C'est la raison pour laquelle elles sont fabriquées à partir de matériaux composites, mélange de fibres de verre, de carbone et de résine polyester. Seulement, rien n'y fait. Cet alliage ne se recycle pas. Et bien qu'ils prétendent le contraire, certains promoteurs se voient contraints d'enterrer secrètement les pales. Un reportage diffusé sur France 2 illustre la grande capacité des promoteurs à maquiller les faits. Alors bien sûr, on les découpe d'abord, selon une procédure bien précise, et ensuite on les enfouit. Et l'environnement n'a pas besoin de ça. Mais ces propos spontanés ne sont pas du goût de l'attaché de presse de la société. Mais pourquoi je dois dire ça si c'est pas la vérité ? Il lui fait la leçon en aparté. Le sujet semble sensible. Il faut remettre tout ça en perspective. Tu dois dire qu'il n'y a que 5% de l'éolienne qui pose question, qu'on est en train de travailler dessus et qu'on est sur le point de trouver des solutions pour remédier à tout ça. Enfin, une éolienne ne serait rien sans sa nacelle. Elle cache dans ses entrailles toute une panoplie d'équipements, dont un alternateur à aimant permanent, qui est généralement en partie composé d'un alliage de néodyme et de dysprosium, issus de ce qu'on appelle communément les terres rares. Pour une éolienne, il faut environ 200 kg de terres rares. Et pour une éolienne en mer, on utilise près d'1 tonne de terres rares. Les énergies renouvelables fonctionnent grâce à l'utilisation de matières premières qui ne sont pas renouvelables. On ne le sait pas parce que nous avons délocalisé la pollution de ces terres rares, métaux rares dans les années 80. Il y avait une production aux États-Unis, il y avait un raffinage en France. On n'en voulait pas, c'était trop sale. Et les Chinois, au même moment, dans les années 80-90, nous ont dit « Mais vous inquiétez pas, nous on a des réserves, on a des industries, on va salir notre environnement pour que vous puissiez avoir ensuite ces métaux à l'état propre pour les utiliser dans vos technologies. » Donc à l'instant où je roule dans une voiture verte, bien forcément je ne pollue pas, je n'émets pas de CO2, mais toute la pollution en amont pour les métaux et puis en aval pour le recyclage, je ne la vois pas, elle a été délocalisée et je ne m'en rends pas compte au quotidien, mais c'est pourtant la réalité. En faisant corps avec la modernité, les promoteurs éoliens sont parvenus à faire oublier les défauts de leur commerce. De leur blanc immaculé, les éoliennes ne peuvent être critiquées. S'y opposer est mal vu. Cela donne l'impression de lutter à la fois contre le sens de l'histoire et la protection de l'environnement. Et pourtant, il faut savoir qu'une fois arrivés en fin de vie, une simple provision de 50 000 € est prévue par la loi pour leur démantèlement, alors que les devis que nous avons pu nous procurer tournent davantage autour de 400 000 €. Si en fin d'exploitation, les actionnaires évaporés ne veulent pas payer, ou comme ce qui arrive souvent, n'arrivent pas à être identifiés, la désinstallation finira en réalité à la charge des propriétaires des terres, qui n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Quand un site est propriété d'un fonds, le fonds lui-même détenu entre des milliers de porteurs de parts, c'est qui le bénéficiaire effectif? Et quand le site va s'arrêter dans 15 ans, qu'il faudra démanteler, qu'il faudra remettre en état, à qui on s'adresse? La société, si elle a un capital de
1 euro? Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, quand il faudra démanteler, vous vous retrouverez avec quoi? Vous vous retrouverez probablement, après que la communauté nationale ait payé RES, Abourine, WPD, Enertrag, etc. Après, il faudra remettre en état le site. Je pense qu'il y aura probablement des impôts ad hoc. En France, on sait bien faire de la taxe, donc probablement qu'on saura faire ça. Ce sera pour nous.